Bonjour Franck Georgy. Bonjour Mathieu. Nous sommes ici pour parler de votre ouvrage sur l'autogestion en chantier, les gauches françaises et le modèle yougoslave 1948-1981, que vous venez de publier aux éditions de l'Arbre Bleu. Alors, commençons peut-être par le titre. Il est question d'autogestion, il est question de Yougoslavie, des gauches françaises. Alors, comment est-ce que ces trois éléments s'intègrent dans un projet qui est celui de votre livre ? Le projet était parti de l'idée que l'autogestion était un sujet qui avait commencé à être traité davantage par les historiens ces dernières années, que les modèles étrangers pour les gauches françaises avaient été largement traités, que ce soit le modèle soviétique, le modèle chinois, le modèle cubain et plus récemment le modèle suédois, mais que paradoxalement, le modèle yougoslave, si modèle il y a, n'avait jamais été traité. Or, si on essaie d'aborder la question de l'autogestion pour les gauches françaises dans les années 60, dans les années 70, on ne peut pas éviter de tomber d'une manière ou d'une autre sur la référence yougoslave. Donc c'est une histoire internationale. Dans l'introduction, vous parlez d'histoire globale. Alors comment est-ce que se font les allers-retours entre la Yougoslavie et la France, de votre point de vue d'historien ? Alors le choix que j'ai fait au départ, le projet était de faire une histoire globale de l'autogestion. Et je me suis aperçu très rapidement que effectivement l'idée était séduisante, c'est-à-dire que l'autogestion était un phénomène, une idée transnationale, mais que se lancer dans cette perspective-là était trop ambitieux. Et donc, il fallait resserrer le propos. Je me suis appuyé sur ce que je connaissais le mieux, c'est-à-dire la situation française. Mais encore une fois, l'entrée, c'est celle du modèle de la référence yougoslave. Et j'y suis entré par ce qu'on appelle en histoire la problématique des transferts culturels. C'est-à-dire dans quelle mesure est-ce que on peut dire que l'idée autogestionnaire, le thème de l'autogestion, arrive en France par la Yougoslavie. Est-ce que c'est vrai ? Dans quelle mesure ? Jusqu'où ? Et en quoi cette référence au modèle yougoslave peut contribuer à essayer d'expliquer comment, dans ces années 60-70, l'autogestion est devenue une référence pour toute une partie de la gauche politique, syndicale, associative, et aussi pour partie comment cette référence à l'autogestion s'est délitée, épuisée à partir du début des années 80. Alors commençons par le début. L'autogestion, vous avez un point tout à fait intéressant au tout début, c'est un mot qui a une histoire un peu plus ancienne qu'on ne l'a cru, qui date pas de ces années 60 et qui qui prend plus de poids, plus d'importance dans un contexte bien particulier qui est celui du schisme titiste après la Seconde Guerre mondiale. On est en pleine guerre froide. Alors comment est-ce que les gauches françaises arrivent à ce modèle titiste dans ce contexte-là ? Et quelle gauche ? Alors, au départ, il y a deux aspects différents aussi dans votre question. Il y a la question du mot, qui a une histoire effectivement plus complexe qu'on ne l'imaginait, mais qui, pour l'essentiel, nous vient de la Yougoslavie. Même s'il y a des occurrences antérieures, dans d'autres contextes que j'ai essayé de démêler, même s'il y a une espèce de préhistoire de l'autogestion autour de la notion, elle, anglo-saxonne de self-government, on arrive véritablement à cette autogestion moderne ou contemporaine qu'au début des années 50, et ce terme est une traduction littérale du samo ou pravljenje, excusez-moi la prononciation, serbo-croate. Il y a une anecdote assez amusante d'ailleurs, c'est que vous montrez qu'en fait les autogestionnaires français ont utilisé le mauvais mot pendant un certain temps, la mauvaise orthographe. Oui, c'est assez frappant. Ça montre pour partie une certaine, je pense, une certaine méconnaissance
de la langue. Et une erreur peut se répercuter en chaîne, notamment avec Internet dans les années récentes, et c'est une mauvaise présentation du terme serbo-croate qui s'est répercutée, y compris dans d'autres langues. Mais la traduction au départ a été faite par des traducteurs au service d'une propagande, d'une diplomatie d'influence qui avait été celle de la Yougoslavie titiste au début des années 50. Et c'est le terme qui a été créé, presque terme à terme, un véritable calque de l'expression serbo-croate, qui est utilisé dans des traductions de revues yougoslaves à destination du public francophone. Donc c'est à partir de là que cette autogestion qui s'applique véritablement à la démocratie dans l'entreprise et ensuite prend des connotations beaucoup plus larges est utilisée en France. Pas tout de suite d'ailleurs et pas de manière systématique. Elle s'impose véritablement à partir de la décennie suivante, les années 60. Mais c'est bien, comme vous l'avez dit, le schisme titiste, la rupture entre Staline et Tito, qui amène une partie de la gauche, pas toute la gauche, à s'intéresser de près ou de loin à ce qui se passe en Yougoslavie. Parce que personne ne s'attendait en 1948 à ce que le meilleur élève de Staline résiste aux injonctions ou aux oukases du maître du Kremlin. Donc ça a été un choc, notamment pour une petite partie des compagnons de route du Parti communiste, parce que le Parti communiste français s'est aligné sur les décisions du Cominform et a fait de Tito un fasciste. Le régime, un hitlérien même, pour reprendre le mot de Pierre Courtade dans l'Humanité. Donc la campagne anti-Titi, c'est d'une violence extrême. Qui réagit contre une petite minorité d'intellectuels compagnons de route, comme par exemple Jean Cassou, Clara Malraux, d'autres, mais aussi les militants trotskistes, on en parlera peut-être, qui jouent un rôle très important, et enfin, à partir de 1952, dans les années 50, les socialistes SFIO. Mais on a encore d'autres milieux qui sont intéressés par cette aventure inouïe où on essayait, disait-on, de construire un socialisme véritable fondé sur la démocratie ouvrière, la gestion de l'usine par les ouvriers eux-mêmes. Je pense ici notamment à ces milieux chrétiens de gauche autour de la revue Esprit. Alors justement, ce qui fait l'intérêt de votre ouvrage, c'est que vous montrez l'extrême variété des milieux, des nébuleuses de gauche, qui ne sont pas toutes attirées par l'autogestion. Vous avez ce que vous appelez des contrepoints. Vous montrez au contraire comment justement les communistes, ils sont évidemment dans cette logique de guerre froide, donc ils sont évidemment extrêmement hostiles. Et il y a des passerelles qui se font dans des milieux très divers. Cette gauche qui fait des voyages, qui envoie des jeunes gens dans cette époque-là, finalement, quelle est-elle? Et puis, qu'est-ce qu'elle connaît vraiment de cette expérience, de ce qui se passe à ce moment-là dans cette Yougoslavie? C'est assez complexe et il y a plusieurs phases. Les premiers voyages sont ceux d'intellectuels. Je parlais de Jean Cassou, je parlais de Claude Bourdet, par exemple. Donc souvent des résistants, soit compagnons de route, soit relativement proches du parti, soit déjà d'une gauche indépendante qui entend s'affirmer contre les gauches institutionnelles. Des gens comme Jean-Marie Domnac, donc de la revue Esprit, donc des intellectuels. Mais assez rapidement, en tant qu'organisation, ce sont les militants trotskistes qui apportent le premier soutien collectif à cette aventure dont on ne savait pas du tout où elle pouvait aller, qui était celle d'un Tito rompant, ou plutôt conduit à la rupture par Staline, et essayant d'inventer un autre modèle de communisme.
Donc c'est davantage ces milieux-là, et l'un des phénomènes les plus intéressants, je crois, a été au cours de l'été 1950, l'envoi, et c'est ce qui donne d'ailleurs ce qui explique la photographie et le petit jeu de mots de la couverture du livre sur l'autogestion en chantier, avec un chantier en arrière-plan. Il y a eu, à l'été 1950, l'envoi de brigades de jeunes de différents pays, et notamment de Français, entre 1500 et 2000 jeunes, garçons et filles, avec des groupes venus aussi donc, de l'étranger, mais même dans les délégations françaises, des Vietnamiens, des Africains, etc., encadrés largement par des militants trotskistes, mais qui brassaient très large, depuis des chrétiens de gauche, des militants de la CGT, des anarchistes, des socialistes, des sans-partis. L'idée était de répondre à la demande des organisations de jeunesse titistes sur le thème « On nous calomnie, venez voir vous-même sur place et aidez-nous à construire le socialisme ». C'était déjà le cas en 1947, avant la rupture. Il y avait déjà eu des premières brigades de travail de jeunes, mais là, ça se situe dans un contexte d'extrême polarisation et d'extrême violence entre pro et anti-titistes. Donc ça, c'est les premiers véritables voyages, les intellectuels, puis les brigades de jeunes, dans lequel figurent d'ailleurs des intellectuels connus, qui vont être connus, comme Félix Guattari, par exemple, ou d'autres, ou Daniel Motet. Bon. Mais dans un premier temps, c'est ça. Et dans un second temps, les Yougoslaves qui avaient cherché à avoir des soutiens de l'Occident, parce qu'ils étaient extrêmement isolés dans ce cadre où la pression du Cominform est extrêmement forte sur leurs épaules. Soit ils se repliaient sur eux-mêmes, soit ils cherchaient de l'aide à l'extérieur, mais sans, disait-il, renoncer au communisme, aux enseignements de Marx et d'Engels. Bon. Donc ils vont d'abord se tourner vers les milieux de l'extrême gauche neutraliste, ex-compagnons de route, etc. Et dans un deuxième temps, ils vont prendre langue avec les socialistes démocrates des pays d'Occident, à commencer par le Parti travailliste, pour des raisons qui tiennent dans un premier temps plus à la revendication ou à la volonté de s'assurer un appui matériel que pour des raisons idéologiques, et ensuite avec d'autres partis de la nouvelle internationale socialiste reconstituée donc à Francfort, et entre autres avec le Parti socialiste SFIO. Mais la question idéologique, et ça, c'est pour ça que ça rentre dans ce cadre-là, c'est pas simplement une question de relation de parti à parti, elle porte, des discussions idéologiques portent notamment avec les Français, qui s'affirment comme un parti marxiste, sur la question de la démocratie ouvrière et de l'autogestion. Alors justement, on a beaucoup parlé d'acteurs qui sont, il faut bien le dire, minoritaires, parfois marginaux. Avec la SFIO, on a un parti qui est, si ce n'est central dans la vie politique, qui est du moins beaucoup mieux installé. Alors, cette SFIO qui participe périodiquement au pouvoir sous la 4e République, comment est-ce qu'elle intègre cette référence yougoslave dans son discours et voire dans sa pratique du pouvoir? Alors, lorsqu'elle s'y intéresse de très près, elle n'est plus au pouvoir, c'est-à-dire c'est après 1951. Donc elle est aussi à la recherche d'une sorte de ressourcement, les lendemains de la libération ayant été pour partie des lendemains qui déchantaient par rapport aux ambitions qui étaient celles des résistants socialistes. Donc l'idée est que le socialisme retrouve un nouvel élan. Et le voyage en Yougoslavie, dans ce sens-là, les intéresse sur le plan idéologique. On a des dithyrambes, ou en tout cas des regards très positifs, apparemment surprenants, de la part de Guy Mollet lui-même, ou surtout de la part de Jules Mock, qui a rédigé en 1953
l'un des ouvrages les plus connus à cette époque, l'un des premiers sur l'expérience yougoslave, dont le titre est d'ailleurs Yougoslavie, terre d'expérience, et qui est nuancé, mais globalement positif, je dirais. Donc, il y a l'idée que ce qui est intéressant en Yougoslavie, c'est moins l'idée d'un modèle à transposer que d'une expérience où on est en train de réinventer une forme de démocratie économique que les socialistes occidentaux avaient délaissée au profit du seul politique. Donc ça, c'est, je crois, le fil directeur. Avec aussi l'idée portée également par les autres partis socialistes occidentaux que peut-être la Yougoslavie de Tito, coupée du Cominform et appuyée, malgré ses défauts, par le socialisme occidental, le socialisme démocratique, irait elle-même progressivement vers une forme nouvelle de socialisme démocratique. Donc tirer vers l'ouest, en quelque sorte, cette Yougoslavie. Mais il reste des points de friction assez forts, comme la question de la démocratie politique, justement, du parti unique, même s'il change de nom. Mais par rapport à la dernière partie de votre question, est-ce que ça a pu, ces voyages, ces livres, ces ouvrages, ces articles très très nombreux et souvent positifs, est-ce que ça a influencé le discours, voire la pratique du Parti socialiste SFIO? Je dirais très peu pour le discours, en tout cas en termes de discours programmatique, et guère ou pas du tout pour la pratique politique. Alors là, nous avons fait finalement le premier temps de cette autogestion d'après-guerre, où on voit des choses commencer à poindre, mais malgré tout, l'autogestion est un thème politique relativement secondaire. En revanche, vous l'avez dit d'ailleurs au début, cette autogestion prend petit à petit une place de plus en plus grande dans le débat politique français. Elle devient une référence qui petit à petit est absolument incontournable pour les gauches françaises, que ce soit pour s'en réclamer ou que ce soit pour la rejeter. Alors, quels sont les milieux, quels sont les moyens qui montrent que ce thème prend de l'importance? Alors, il y a évidemment la CFDT, la CFTC-CFDT, que vous connaissez bien, puisque c'est l'objet depuis déjà maintenant longtemps de vos travaux. On pense souvent à elle, mais il n'y a pas qu'elle, finalement, dans ce paysage français où l'autogestion monte petit à petit à partir des années 60. Non, il n'y a pas qu'elle. Il y a des milieux, comme on le disait pour le départ, pour l'époque dite titiste, les autogestionnaires sont une nébuleuse. Le thème commence à se cristalliser, je dirais, en France, au milieu des années 60, disons. La Yougoslavie continue à se développer. Elle est de mieux en mieux connue par des travaux. Je pense ici notamment au livre d'Albert Meister sur l'expérience yougoslave, socialiste et autogestion en 1964, qui a davantage fait un travail de sociologie, j'allais dire en profondeur, autour d'une étude de cas qui a mieux fait connaître ce que pouvait être concrètement la pratique de l'autogestion dans un pays encore très exotique, même s'il s'ouvrait comme la Yougoslavie. Ça a fortement joué. D'autres expériences qui se sont réclamées de l'autogestion, notamment l'Algérie de Ben Bella au lendemain de l'indépendance, avec les fermes abandonnées, les biens vacants qui se sont retrouvés en théorie autogérés par les Fellahs, et ensuite l'institutionnalisation de l'autogestion en 1963, dans laquelle étaient d'ailleurs impliqués des militants pour partie issus de ces mêmes milieux, trotskistes, chrétiens de gauche, socialistes libertaires, etc. Donc l'autogestion commence à devenir un mot qui dit quelque chose, au-delà d'ailleurs même de la Yougoslavie.
la naissance en 1966 d'une revue qui s'appelle Autogestion, une revue à la fois savante et militante, montre que cette cristallisation est en train d'avoir lieu, même si c'est toujours aux marges. Mais vous l'avez dit, le rôle joué par la CFTC ou l'aile gauche de la CFTC, qui prend contact avec les syndicalistes yougoslaves, est capital, d'autant que en mai 68, là où le mot explose et la référence, cette fois, s'installe de manière relativement durable dans le débat français, c'est la CFDT qui lance, même si ce mot circule également du côté des forces révolutionnaires étudiantes, mais c'est la CFDT qui est à ce moment-là la deuxième organisation syndicale française qui prend officiellement position pour l'autogestion au cœur de mai 68 et considère que le mot d'autogestion est la traduction même de l'esprit de mai. Donc je pense que là c'est très important parce que ça permet ensuite non seulement à la CFDT d'adopter un projet de socialisme autogestionnaire qui l'oppose à la fois au capitalisme libéral et au socialisme étatique, ici directement viser le Parti communiste, mais également d'autres forces politiques de gauche, comme le PSU, et même à partir de, disons, 1972-1974, le Parti socialiste. Alors, ce qui fait la force de l'idée du mot, c'est que la chose paraît aussi possible dans ces années 68. Il y a des mouvements sociaux en mai 68 et puis dans les années soit un peu avant, soit un peu après, ce qu'on appelait les années 68, qui donnent comment dire, une crédibilité supplémentaire à la notion. Oui, tout à fait. Il y a une ambiguïté assez forte à ce moment-là. Il y a l'idée que 68 a été une sorte de printemps de l'autogestion, alors qu'en réalité, il y a eu très peu d'entreprises occupées qui se sont mis à produire, à continuer la production. Donc c'est davantage un esprit. Et l'idée aussi que l'autogestion s'invente par la pratique. Bon, ça c'est une chose. Mais de l'autre, lorsqu'on vous dit mais comment allez-vous, lorsqu'on dit aux forces qui se réclament de l'autogestion, comment ça marche, comment est-ce que vous allez transformer la société française en une société socialiste autogérée, eh bien la seule référence véritable, durable qu'il puisse avoir, c'est la Yougoslavie. Et elle le demeure tout au long des années 70, soit comme... alors, rarement comme un modèle, c'est pour ça, ça explique davantage, je pense, le guillemet de modèle mais elle est, par les forces qui se réclament de l'autogestion, la CFDT, le PSU, une partie du Parti socialiste, considérée comme véritablement une expérience positive de laquelle on peut tirer des enseignements extrêmement important pour une future expérience française lorsque la gauche au pouvoir se lancera à son tour dans un pays développé dans la construction du socialisme autogestionnaire. C'est par exemple ce qu'explique Michel Rocard dans la préface qu'il donne en 1973, puis dans une nouvelle préface en 1977 alors qu'il a rejoint le Parti socialiste, à l'ouvrage d'un auteur yougoslave, l'autogestion à l'épreuve, de Drulovic, dans laquelle il est extrêmement favorable à ce qui s'est passé en Yougoslavie, tout en expliquant que les choses se dérouleront différemment en France dans la mesure où on aura tiré les leçons de cette expérience yougoslave. Et du coup, dans ces années 70, qui sont les années d'apogée de l'autogestion, on a une notion qui est présente dans de plus en plus de groupements, de partis, mais qui, au fond, ne fait jamais tout à fait l'unanimité. Il y a à la fois un très grand succès, ce que vous montrez bien, qui est dû à la plasticité aussi du terme, Absolument. et un scepticisme. Vous avez parlé du Parti socialiste, de Michel Rocard. En même temps, la majorité, enfin en tout cas une bonne partie du Parti socialiste conserve, si ce n'est une franche hostilité, en tout cas un scepticisme assez prononcé. Alors,
le scepticisme, par exemple celui de François Mitterrand, est explicite à la fois par rapport à l'autogestion et par rapport au système yougoslave. C'est extrêmement net, et il n'est pas minoritaire dans son propre parti. Bien sûr. C'est sûr. Donc, et il y a, en revanche, on a une espèce de phénomène a priori étonnant, où le Parti communiste, qui avait été l'un des adversaires les plus résolus et les plus radicaux de la Yougoslavie, y compris après la réconciliation soviéto-yougoslave en 1955, où il renoue des liens avec la Ligue des communistes yougoslaves, mais véritablement sur la pointe des pieds, avec énormément de réticence. L'autogestion, dans un premier temps, pour lui, était une mascarade. C'est clair, c'était un déguisement pour le rétablissement du capitalisme et une prétention absurde à vouloir concurrencer ce qui restait pour lui le véritable modèle et modèle universel de socialisme, c'est-à-dire le modèle soviétique. Mais et encore en 1974, on voit Georges Marchais tenir des propos extrêmement hostiles, créant quasiment un incident diplomatique avec la Ligue des communistes yougoslaves, des propos très méprisants sur le système autogestionnaire yougoslave. C'est le bordel, hein, pour simplifier les choses, et que ça ne marchera jamais, ça ne peut pas marcher en France, et déjà ça ne marche pas en Yougoslavie. Oui, il est donc d'autant plus étonnant de voir le Parti communiste se l'approprier. Oui. Alors pourquoi Ça, c'est une question, je crois, importante. Il y a plusieurs éléments de réponse. D'abord parce que le thème connaît un succès, je crois, réel, qui déborde les frontières politiques dans lesquelles il était enfermé. C'est un thème à la mode. C'est aussi un parti communiste qui souhaite montrer un visage différent, définitivement déstalinisé, avec l'abandon de la dictature du prolétariat, un certain nombre de signes de cet ordre-là. Et puis aussi dans la perspective de la renégociation du programme commun avec les socialistes, de s'affirmer, dit-il, comme le seul parti qui soit à la fois pour l'État socialiste et pour l'autogestion. Il parle d'autogestion nationale. Et il finit par utiliser le terme d'autogestion ou la référence autogestionnaire contre les socialistes en disant non, les véritables autogestionnaires socialistes, c'est nous. Vous avez déformé l'autogestion pour en faire une espèce de gadget, soit purement démagogique, soit un instrument qui vous mènera tout droit au libéralisme. Nous sommes les vrais autogestionnaires. Et d'ailleurs, en Yougoslavie, l'autogestion est non seulement compatible avec le maintien d'un parti fort, mais le maintien de ce parti fort, guide de la classe ouvrière, le maintien de la socialisation des moyens de production sont les conditions même de l'autogestion. Donc prétendre faire de l'autogestion sans la prise du pouvoir politique, sans l'instauration du pouvoir politique de la classe ouvrière et sans la collectivisation des grands moyens de production et d'échange est une escroquerie. Donc le Parti communiste se prétend sur le modèle yougoslave comme étant le véritable parti de l'autogestion. À la fin des années 70, de ce fait, l'autogestion est partout. Et le paradoxe, c'est qu'elle est de plus en plus nulle part, puisqu'elle va s'évaporer extrêmement vite, finalement. Alors, vous montrez bien, vous avez fait des statistiques pour montrer l'usage du terme, mais on voit clairement l'usage augmenter, donc dans les années 60, et puis il a décru venir très brutalement à la fin des années 70, au début des années 80. Alors, il y a un symbole, c'est la mort de Tito, bien sûr, en 1980. Alors, comment est-ce que ce météore de l'autogestion qui était arrivé, il brillait très fort dans le ciel des idées politiques, a-t-il disparu ?
de la vie politique française. Alors, la métaphore, c'est celle de Pierre Rosanvallon, sur le météore dans le ciel des idées politiques, l'intensité et la rapidité de l'apparition et de la disparition. Et c'est vrai. Et Pierre Rosanvallon le sait d'autant mieux que lui-même a très largement participé à cette histoire en tant que théoricien, en tant qu'à la CFDT, au Parti socialiste. Donc, cette histoire-là, elle finit, ou elle s'épuise, pour reprendre la terminologie de Rosanvallon, disons, dès le début des années 80. Moi, je dirais avant même la victoire de François Mitterrand, qu'il accélère. On le voit simplement à la fin des années 70. Alors, beaucoup de facteurs ont souvent été mis en avant pour expliquer cela. Ce qui m'a intéressé dans le livre et dans l'approche qui est la mienne, celle du modèle yougoslave, c'est que Michel Rocard avait déclaré il y a quelques années, peu de temps avant sa mort, que s'il n'a plus utilisé le mot autogestion à partir, disons, 1980-81, il l'utilise encore un peu, mais avec parcimonie, et très rapidement, il lui substitue celui d'autonomie. Et il a dit, il a déclaré à plusieurs reprises, tout en ne reniant pas les appréciations positives qu'il ait pu porter sur le régime, que l'autogestion était morte de l'association qu'on faisait entre le terme et le régime de parti unique du maréchal Tito. Cette approche ne me paraît pas totalement convaincante, dans la mesure où, et là-dessus je suivrai davantage Pierre Rosanvallon, il y a des facteurs proprement nationaux à cette disparition. Mais nationaux et transnationaux. Il y a un recul de l'utopie. C'est pour les aspects, la crise du marxisme, la disparition des horizons d'attente, mais aussi, bien entendu, la crise économique, le chômage de masse, la désindustrialisation, la disparition de la référence à la classe ouvrière, qui était quand même le moteur premier, même si l'autogestion dans les années 70 en France entendait sortir des frontières de l'entreprise pour embrasser toute la société. Mais d'ailleurs, le discours yougoslave était très proche également, dès que l'autogestion devait être partout. Bon, mais cette vision, disons, un peu utopique, dans le prolongement des années 68, elle s'étiole pour ces raisons à la fois culturelles, politiques et économiques. Quant à la disparition de l'autogestion, de la référence à la Yougoslavie, bon, elle est réelle, on n'en parle plus guère. D'autant que la Yougoslavie, depuis le milieu des années 70, se débat dans une crise multiforme et surtout, même si elle semble, au milieu des années 70, essayer d'en sortir par plus d'autogestion, une nouvelle constitution en 1974 où tout était censé être autogéré, mais en réalité, une crise économique et politique profonde, crise des nationalités, crise économique au sens propre, et une politique de répression de plus en plus forte, y compris à l'égard de ceux qui avaient été les interlocuteurs privilégiés des gauches autogestionnaires en France. Je pense aux sociologues de la revue Praxis, notamment, qui organisaient ces rencontres de Korčula dans les années 60 et 70. Et donc, on arrive à un paradoxe où ce qui avait été le modèle, en tout cas la source d'inspiration des gauches autogestionnaires en France, devient un modèle de plus en plus encombrant qu'on hésite à mobiliser, voire qu'on oublie de mentionner. Eh bien, ceux qui en voudront en savoir plus donc, pourront se reporter à votre excellent ouvrage « L'autogestion en chantier », publié aux éditions donc, de l'Arbre Bleu. Franck Georgy, merci. Merci beaucoup.